Donc, bonjour à tous, merci de venir pour notre webinaire sur un retour d'expérience de projet CRM avec l'outil Zoho et surtout avec le groupe Beaumanoir et Erwan Fougali qui nous fait l'honneur de nous rejoindre pour cette présentation. Donc, du coup, le contenu du webinaire, on a Erwan qui va le présenter avec nous, avec Eric Caris. Donc, Erwan, c'est le responsable des systèmes d'information B2B chez Beaumanoir. Bonjour à tous. Et Eric, que vous connaissez déjà certainement. En ce qui me concerne, donc moi j'interviens souvent sur les projets de CRM, alors que ce soit Zoho, mais je connais aussi pas mal d'autres solutions. Et donc, on a eu l'occasion et le plaisir de travailler ensemble avec Aurore et Erwan, entre autres, sur ce projet-là. Et moi-même, donc du coup, je suis consultante dans l'équipe organisation des systèmes d'information chez Next et spécialisée dans les projets CRM. Le déroulé du webinaire. Donc, on va commencer par une petite introduction, présenter Next Décision et surtout le groupe Beaumanoir, l'activité dont s'occupe Erwan du côté IT, le contexte métier, donc la problématique à laquelle nous avons répondu avec la mise en place du CRM Zoho, les enjeux et les objectifs. Ensuite, nous passerons au dispositif projet. Donc, quels ont été les facteurs clés de succès du projet? Donc notamment le RACI, le cadrage et la documentation. Et pour finir, on fera un focus sur la mise en œuvre du projet CRM, les points forts de l'outil Zoho, qui a vraiment donné satisfaction. Et puis, on conclura avec une petite session de questions-réponses. On a essayé de faire de mettre en place un programme avec des sujets qui sont très, très opérationnels et pragmatiques. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions, même dans le chat, en direct. C'est vraiment l'objectif, c'est on vous fournit, entre guillemets, les clés de notre recette sur un tel projet. Voilà. Donc, du coup, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Next Décision. Donc, on est un cabinet de conseil dont le siège est à Nantes, avec 11 agences en France, donc une couverture nationale, spécialisée historiquement dans les projets data, donc mise en place de data platform, tout ce qui est BI, reporting, EPM, des projets de master data management, de mise en place des outils tels que Semarchi. On a aussi lancé une activité RSE, donc que ce soit sur la partie maîtrise d'ouvrage ou sur l'accompagnement au choix d'outils et l'implémentation de solutions pour vous aider à mettre en place le reporting extra-financier, donc notamment la CSRD. On a toute l'offre organisation. Donc du coup, dans notre équipe, on accompagne donc les DSI au sens large, donc que ce soit pour des schémas directeurs, pour des cadrages, de l'aide au choix d'outils, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets data, mais pas que. C'est aussi sur des projets CRM, sur des projets ERP, SIRH. On fait aussi des prestations de PMO, donc de pilotage de projet, et la partie Master Data Management sur la partie très métier, gouvernance de données, mise en place des process. Et pour finir, on a une activité Business App pour vous accompagner à digitaliser les processus métiers. Donc, la mise en place d'applications sur mesure, le déploiement de solutions collaboratives et puis une offre de pilotage des rémunérations variables. Et pour finir aussi, on propose de l'accompagnement à nos clients sur la partie UX, donc User Experience et tout ce qui est design. Donc, que ce soit en méthode projet ou sur la réalisation des tableaux de bord dans le cadre de projets data. Donc Next, comme je le disais, on a 11 agences en France, on a 256 consultants, plus de 600 clients actifs. Donc on s'ennuie pas et on fait aussi pas mal de TMA pour accompagner nos clients sur le support licence et sur l'après-projet, qui est tout aussi important. Et je vais laisser la parole à Erwan pour présenter le groupe Beaumanoir. Oui, le groupe Beaumanoir qui, en quelques années, est devenu le leader sur la partie Retail Fashion Mode en France, avec plus d'1 milliard de chiffre d'affaires hors la halle. On en rajoute un nouveau avec la halle et puis un chiffre encore indéterminé avec les marques
groupe Boardrider que nous venons de racheter. Mais c'est hors scope par rapport à ce projet, cette présentation. Donc 2500 points de vente, expérience Malouine, 13 000 collaborateurs, 6 principales marques. Et en ce qui concerne notre projet, on est plutôt sur des marques Morgane et Carole, qui sont les marques premium du groupe, donc qui sont basées dont le ciel est parisien, et qui ont des équipes dédiées et des systèmes dédiés sur certaines parties. Voilà, c'est des marques, ce sont des marques femmes, enfants, hommes. Au niveau des valeurs du groupe Beaumanoir, donc du coup, on s'est beaucoup retrouvé avec les valeurs Next, notamment sur tout ce qui est proximité, progrès. Voilà, chez Beaumanoir, l'objectif c'est de construire des applications avec et pour le métier. C'est vraiment ce qu'on a vécu dans le cadre de la mise en place du CRM Zoho, et c'est des valeurs qui sont aussi très présentes chez Next, notamment la proximité avec nos clients, à la recherche de solutions, le fait d'être dans de la co-construction de solutions et de projets. Juste rajouter, Erwan, que c'est vraiment important d'avoir cette relation de proximité, parce que quand on est sur des sujets CRM, on est toujours confronté à des problématiques plutôt fonctionnelles ou plutôt métiers. Et il faut vraiment travailler ensemble pour pouvoir résorber toutes ces problématiques-là. Excuse-moi, Erwan, je t'ai coupé, je te repasse la parole. Non, mais très bien, on va tout à fait dans le même sens. On a une DSI chez nous qui est organisée par rapport au pôle métier. En tout cas, sur les fonctions non transverses qui peuvent être l'architecture, les réseaux. Donc moi, mon équipe, nous travaillons principalement avec des équipes qui font du B2B d'un point de vue métier, ce qui nous permet finalement d'avoir une très bonne connaissance des enjeux business de nos équipes. De très très bien connaître leurs process métiers, ce qui nous permet vraiment d'anticiper les problèmes et de pouvoir, sur une phase projet qui peut être intense, prendre des décisions en étant finalement aligné avec le métier sans avoir besoin de tout un circuit de validation. Ça fait partie des facteurs clés de succès avant même qu'on en parle. Exactement, c'est un petit teasing. Les activités du groupe Beaumanoir par rapport à ce projet, donc on est sur la partie B2B. La partie B2B, c'est une toute petite partie de nos activités, parce que nous sommes avant tout un groupe retail, même si avec le rachat des marques Boardrider, on va être de plus en plus sur du wholesale, sur du négoce. Et donc là, l'idée, c'était d'équiper, de refondre le SI B2B. Les activités B2B, c'est, allez, je vais prendre une grosse fourchette, c'est entre 80 et 140 millions d'euros aujourd'hui. Et donc, ça représente très peu finalement dans notre chiffre d'affaires global. Et du coup, ça nous permet de pouvoir déployer des solutions spécifiques. Il y a un petit peu une petite entité SI au sein d'un groupe beaucoup plus large. Voilà. Et le périmètre marque, c'était Carole, enfin Morgane dans un premier temps, maintenant Carole, et puis surtout l'Europe. Au niveau du contexte métier et IT, donc du coup, au moment où on a rencontré Erwan et le groupe Beaumanoir, donc les constats, c'était qu'il y avait une activité B2B qui était en forte croissance. Ça faisait 5 ans que ça n'arrêtait pas de grimper. Donc là, l'outil qui était présent à l'époque, en fait, a vraiment donné satisfaction pendant des années, mais il répondait plus aux besoins en fait du métier. C'était notamment lié à la croissance. La solution avait fini par devenir rigide parce que la technologie était en fin de vie. Donc c'est un grand classique. On a une solution, on la met en place et puis cycle de vie de la solution. Il faut changer. Il fallait changer aussi parce qu'il y avait plus de backup, plus de maintenance sur la solution actuelle, et la solution, en termes d'interface, était pas très sexy. C'était plus assez, pas assez user friendly, et du coup, c'est ce qui a amené la mise en place de Zoho, et on en reparlera après dans les points forts de la solution. C'est vraiment, en termes d'ergonomie, c'est très chouette. Ça permet de facilement prendre en main la solution, de pouvoir l'administrer directement
par les internes. Et du coup, je pense que c'est ce qu'a séduit Erwan et le groupe Beaumanoir et qui a orienté le choix de la solution. Au-delà d'une interface non user-friendly, il y a une grosse différence qui s'est opérée ces dernières années dans les groupes. C'est que désormais, on n'attend plus que ça soit la DSI qui aille faire des saisies d'informations ou qu'il y ait des doubles ou des triples saisies. Les utilisateurs sont devenus assez indépendants avec le niveau général de digitalisation dans la société. Ce qui fait que maintenant, les utilisateurs s'attendent à pouvoir eux-mêmes aller modifier des données de référentiel, des données sensibles, et que ça se répercute sur l'ensemble des systèmes. Et c'est cette maturité-là qu'il nous a fallu accompagner. Du coup, le contexte projet par rapport aux besoins, donc notre idée, c'était le besoin, c'était de s'adosser à des solutions clés en main, déjà spécialisées sur le secteur. Et donc ça, en fait, on en avait deux. On avait une solution de front et une solution de back. On va y revenir après. Voilà, c'est comment est-ce qu'on intègre une solution clé en main. Parce que c'est toujours mieux, d'ailleurs, de mettre en place des solutions clés en main plutôt que de faire du spécifique. Enfin, toujours, souvent, beaucoup. La couverture complète, c'était de pouvoir justement répondre à toute une série de besoins métiers en lien avec des process. Des process métiers pour qu'il y ait des expériences sans couture. Quand on parle d'expérience, ça va être la création d'un client, enfin d'un prospect. C'est qui va créer le prospect. Je parle d'un agent commercial externe qui va pouvoir créer un prospect, que ce prospect puisse cheminer dans nos outils internes et être immédiatement disponible pour qu'on puisse prendre des commandes sur ce prospect, mais que en même temps, ce prospect ne soit pas créé dans nos outils de back-office, parce que c'est une personne externe qui crée un compte, donc on ne va pas lui donner un accès direct à nos outils de finance, par exemple SAP. Voilà, donc gestion de tous ces workflows en interne avec différents points de contrôle, d'intelligence, de règles de workflow, on va dire ça tout simplement comme ça. On n'a pas mis d'IA là-dedans. Ça reste beaucoup plus simple. De manière à ce que, d'un point de vue utilisateur, l'expérience soit sans couture et fluide et logique. Et l'information n'est saisie qu'une seule fois, à un endroit. Pour information, avant, sur la création des prospects, ce que je vous ai décrit, il y avait 3 ressaisies d'informations clients, avec au final des clients qui n'étaient pas forcément facturés à temps. Aujourd'hui, avec justement une solution intégrée, on arrive à ce que les informations soient saisies à un seul endroit, une seule fois, et chaque équipe va venir compléter les informations qui sont nécessaires sur une seule et même fiche. Ouais. Un support pensé client-utilisateur, oui, voilà, avec des écrans modernes et simples, tout simplement, et lisibles, avec des petites pastilles d'aide quand ils ne savent pas ce qu'ils doivent renseigner. C'est une petite chose très importante. Et puis l'efficacité, une solution qui soit communicante. Ça veut dire que on préfère travailler sur des flux qui vont permettre justement de pousser des données aux bonnes applications, aux applications qui sont en standard, plutôt que d'essayer de créer une application qui sera customisée et qui fera tout. Alors, comment installer un CRM qui va faciliter les échanges entre des fronts et des back-office rigides? C'était vraiment toute notre problématique, parce qu'au final, les métiers avaient choisi un front office qui était très très beau, qui sur le papier faisait plein de choses. De l'autre côté, on avait notre ERP qui est un ERP spécialisé plutôt sur le retail, donc qui sait très très bien faire les choses, mais plutôt au côté retail. Et quand on a commencé à étudier un peu côté DSI le front office, on s'est rendu compte que il faisait très très bien les choses, il affichait magnifiquement bien les écrans, sauf que les données, il fallait les fournir de manière complètement cadrée. Il n'y avait aucune intelligence là-dedans. Donc, par exemple, les liens entre les clients et les commerciaux, il fallait lui les fournir. C'était pas lui qui le faisait. Les liens entre les catalogues et les types de clients, c'était la même chose. En fait, c'était vraiment plutôt un outil. C'était un outil d'affichage. Mais toute l'intelligence sur les liens entre les clients, les catalogues, les listes de prix, les stocks, les produits, les commerciaux, tout ça, c'était pas pris en charge. Et de l'autre côté back-office, on avait une solution qui était trop rigide pour pouvoir faire
faire ce genre de choses, en fait. C'est pas l'objectif d'un ERP que de déterminer que tel catalogue doit être vu par les clients de tel pays. Du coup, slide suivante. Notre idée, c'était de se dire, plutôt que d'essayer de faire des développements à droite ou à gauche, on va essayer de réfléchir à trouver une solution au milieu dans lequel on va mettre toutes les règles de gestion et qui va nous permettre finalement de faire le lien entre ce back-office rigide et ce front-office rigide. Et c'est là qu'en fait a émergé l'idée de mettre en place un CRM, parce qu'au final, sur ces fonctionnalités, sur ces fonctions de gestion des clients, des zones commerciales, de liste de prix, d'informations sur les clients, sur les commandes, les catalogues, on a quand même des outils qui sont nativement faits pour ça. Si un CRM ne sait pas gérer une zone commerciale et des liens entre les commerciaux et les clients, c'est que c'est pas un CRM. Donc, pareil, s'il n'est pas capable de gérer un minimum de workflow sur des validations de commandes, c'est pas un CRM non plus. Voilà. Donc c'est ça, cette idée, c'était de se dire, ok, là on a un outil qui en standard répond sur les fonctions principales qu'on attend entre notre back-office et notre front-office. Et la bonne surprise, c'est qu'en fait, en plus, dans ce CRM, on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre plein de règles de gestion qui étaient assez spécifiques à notre métier et qui nous a permis en fait de faire tout ce que notre back-office, tout ce que notre front-office ne savait pas faire, on a réussi à le faire dans notre CRM. On a réussi à mettre en place des dépôts, des stocks virtuels. Donc, on a presque un mode de fonctionnement ERP dans notre CRM. Alors, c'est pas un vrai dépôt, c'est un dépôt virtuel qui nous permet de gérer des cas de figure qui sont assez particuliers par rapport à notre activité B2B, mais qui font que pour nos clients, quand ils regardent notre front office, ils peuvent passer des commandes. Là aussi, pour eux, l'expérience est simple, elle est unifiée, alors que pour nous, derrière, on a plein de cas différents qui sont gérés. Erwan, j'ai une petite question de Marc qui demande quel était l'outil CRM d'origine. Il n'y avait pas d'outil CRM à l'origine, justement. C'était des transferts de fichiers entre un vieux front office et l'outil et notre ERP. Et donc, justement, c'était des interventions de la DSI pour faire les changements d'affectation des régions, ce qui arrive quand même assez souvent quand vous travaillez avec des commerciaux. Les affectations de régions, c'était une commande moi, je suis pas informaticien de formation, donc j'ai jamais pu le faire. Il fait que toujours je me repose sur des développeurs pour le faire. Et donc, tout ça, on l'a abandonné. Maintenant, c'est que de la donnée qu'on traite. Et ça change tout. Sur le dispositif projet, du coup, on vous a remis les facteurs clés de succès du projet. Donc, Erwan, n'hésite pas à compléter sur cette partie-là. Une des grosses réussites, c'est qu'il y a eu un RACI de fait, donc pour définir qui fait quoi entre l'IT et le métier, et ça a été fait dès le début du projet. Alors, ça paraît basique, on l'apprend dans les manuels, mais là, on l'a vraiment fait. Et Erwan l'a beaucoup porté. Et en fait, ça a permis finalement que chacun comprenne bien ce qui était attendu, donc de part et d'autre dès le début. Et le temps à passer par le métier a été aussi estimé. Donc ça reste toujours une indication, une estimation, mais ça a permis un bon déroulement dès le départ du projet. Je vais même aller un petit peu plus loin sur le RACI. C'est pas tant. Alors, il y a bien sûr les parties métiers, mais ça a surtout été un RACI tourné DSI. C'est bête, hein. Mais quand vous menez un projet transverse, il a vraiment, moi, fallu que je m'assure que toutes les équipes en interne allaient savoir exactement ce qu'il fallait faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, je ne vous l'ai d'ailleurs pas dit, mais c'est un projet avec plus d'une 50aine de flux au final qu'on a mis en œuvre. Et donc, il fallait vraiment que toutes les équipes, avant même qu'on commence, sachent ce qui allait être attendu, ce qui allait être fait, que telle équipe allait intervenir à tel moment, avec tels intrants. Et c'est ce qui a permis, en fait, le RACI, on l'a fait. On a passé du temps pour le faire ensemble. Il y a eu des discussions, animées, mais pas trop, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu de timing et de temps à ce moment-là. Mais du coup, quand le projet s'est déroulé, en fait, tout le monde l'avait en tête et on l'a même pas réouvert, en fait. Et c'est ça un petit peu le secret que j'ai découvert à ce moment-là, c'est que
Alors que bon, les précédentes vies, j'étais dans le conseil et souvent le RACI, c'était ce qui arrivait un peu avant la clôture du projet, hein, le truc un peu embêtant à faire. Je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. Là, le fait d'avoir fait ce RACI, a priori, ça fait que personne n'a eu à s'y conformer et pourtant tout le monde a fait parfaitement ce qu'il devait faire. Donc ça, c'est vraiment un point que je vous conseille. Et ça a été comment dire, c'est aussi pour embarquer les équipes techniques, pas que métier, hein, les équipes techniques autour de vous. Voilà. Je me permets juste de rappeler, RACI, hein, donc c'est définir qui est responsable, qui valide, qui est consulté, qui est informé. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est de mettre tous les acteurs du projet en colonne, en ligne, pardon, et en colonne, en fait, on met ses rôles et on coche, en fait, qui fait quoi, en fait, dans le projet. Voilà. Avec les actions. C'est juste pour ceux qui connaissent pas bien. Ensuite, il y a eu un cadrage complet qui a été fait. Qu'est-ce qu'on entend par cadrage complet? En fait, c'est l'IT a vraiment pris le temps, donc via la MOA interne, de créer une relation de confiance avec le métier. Il y a des vies ma vie qui ont été faits et finalement le métier entre guillemets, n'avait plus de secret pour la personne en AMOA. Ce qui a permis de faciliter les échanges, de solliciter les métiers quand c'était pertinent, pour pas que ça leur prenne trop de temps. Et toute la recette a été faite par la personne en interne qui faisait la maîtrise d'ouvrage, de façon à ce que les utilisateurs métiers, on leur présente un outil quasi fini. Et là aussi, je complète. Les process métiers ont été faits sous la forme de BPM par macro-briques. Donc en fait, en une page, hein, vous avez tout le process client, de création des prospects clients jusqu'à sa création dans tous les systèmes. Et donc, mais le fait de présenter tous les macro-process métiers via BPM, ça a permis finalement de faire des sessions de travail avec les métiers, parce que là, pour le coup, c'était avec les métiers, de manière assez simple, parce que je leur présentais pas un document de 25 pages en leur demandant une validation. Tout était sur une page et on expliquait ce qui allait se passer dans chacune des briques. Ok, bah là, les clients vont être créés là, ils vont être envoyés dans tel outil. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont renseigner quand la fiche va être créée en automatique ici, qu'est-ce qu'ils vont rajouter, etc., etc. Ou les fiches de commande. Par exemple, les commandes sont créées ici. Ah oui, mais tu veux qu'elles soient créées également dans tel outil. Ok, du coup, je retravaillais sur les flèches, sur les carrés. Mais c'est beaucoup plus humain, finalement, d'avoir une représentation graphique par BPM. Et ça prend moins de temps, plutôt que de rédiger des lignes et des lignes de documents Word qui sont au final jamais lus et validés, mais toujours dans la douleur, quoi. Hein, donc BPM, Business Project Management pour ceux qui connaissent pas l'acronyme. Donc du coup, hein, l'idée c'est bien de mettre toutes les étapes du process métier, puis en colonne, on met les outils. Comme ça, en fait, je crée mon client à tel endroit, l'information est envoyée à tel moment dans tel autre outil, etc. Ça permet de suivre le fil. Et là, je vais aussi vous donner un autre conseil. Si vous voulez bien le prendre, plutôt que de vous précipiter sur des outils qui savent faire ça parfaitement, qui sont vendus comme tels, sous licence, voire même plutôt que de faire du visio. Au final, parce qu'on était parti sur visio pour faire ça, maintenant on fait ça dans PowerPoint. On crée une grosse fiche PowerPoint avec les colonnes qu'il faut, mais du coup, tout le monde peut la modifier en interne. Il n'y a pas de notion de licence et puis on peut le partager avec le métier. Enfin, c'est beaucoup plus simple et en fait, c'est le même résultat. Ouais. Merci pour ce retour et le partage parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose à peu près sur tous les projets. De savoir si on utilise du Visio ou du Draw.io ou alors du PowerPoint pour que ce soit plus accessible.
Et je pense que c'est une belle transition avec la méthode de documentation en fait qu'on a mise en place sur le projet, très pragmatique. C'est pareil pour les specs des flux, donc les spécifications pour dire ça part d'un outil, ça va vers un autre. En fait, on est parti sur un document Excel avec un onglet principal avec la liste de tous les flux qu'on avait à mettre en place, puis un onglet par flux pour dire quelle est la source, quelle est la cible, quels sont les champs concernés, le mapping des champs, les transformations. Et en fait, ce qui est assez rare, malheureusement, mais on aimerait bien que ce soit tout le temps le cas. Mais en fait, ce qui est top, c'est que cette documentation, 3 ans plus tard, elle est toujours à jour et en fait, elle est facile à maintenir. Et comme elle est facile à maintenir, elle reste à jour. Alors, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que derrière ça, il y a quand même des choses qui sont excessivement importantes. Et Erwan, je te passerai la main sur ce sujet-là. C'est que quand on intègre un sujet CRM, et notamment avec Zoho, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est parti sur Zoho, on a toujours une certaine complexité à gérer tous les flux derrière. Donc, il y a un certain nombre d'appels API, c'est-à-dire une certaine capacité du CRM à pouvoir gérer les transactions et des flux. Et donc, le fait d'avoir fait et un RACI et un cadrage complet ont vraiment permis de déterminer les méthodes qui allaient être mises en place pour pouvoir faire les échanges entre le front, le back, le CRM et les autres systèmes opérants, parce que ce qui n'a pas été présenté, c'est qu'il y avait aussi d'autres briques applicatives là-dessus. Tu peux peut-être dire un petit mot là-dessus, Erwan ? Oui, c'est que dès le départ, si on revient sur les slides précédentes, on voit que le CRM est entre 2 briques. Alors, il y en a plus. Mais du coup, se pose la question des échanges de données. Et c'est parce qu'on identifie dès le départ où vont se faire les différentes actions et comment via le BPM, ensuite on peut travailler sur les flux. Et dire, pour tel process, il va y avoir tant de flux qui vont faire ci, qui vont transmettre tel type de données, tel type de données, tel type de données. Avec toujours aussi la bonne pratique, un minimum de transformation dans les flux. C'est pas là que vous voulez mettre les règles de gestion métier. Vous utilisez votre CRM pour ça. Moins votre flux fera de transformation et moins vous aurez d'erreurs sur la maintenance. Oui, parce que c'est ça aussi derrière. Si tu reviens sur tous les flux, on a une cinquantaine, maintenant on a d'ailleurs plus d'une soixantaine de flux qui sont gérés par cette brique du SI. Le fait d'avoir tout dans Excel, ça fait qu'on n'a qu'un seul document à partager, ce qui est génial avec nos équipes de développeurs. Il y a vraiment il y a que des avantages. Et pour le coup, là, nous, on travaille encore avec ce document. Quand on a des évolutions à faire, on va les faire dedans, c'est à jour. En 2 clics, vous trouvez le flux et la donnée à modifier. Du coup, on est plus intelligent parce que toute la connaissance est organisée, elle est à jour. Du coup, on peut se permettre d'oublier et puis de revenir. On sait qu'on va tout retrouver immédiatement. Et finalement, nos développeurs adorent travailler comme ça, nos développeurs de flux, parce que on a des développeurs spécialisés flux au sein du groupe, que du plus là-dessus. Voilà. Donc entre les BPM et en fait, on a trois types de documents. Les BPM. Qui permettent qui expliquent la cohérence de tous les process, métiers. La documentation de flux, avec un onglet qui ramène vers tous les onglets spécifiques pour chacun des flux, et puis la documentation CRM aussi, on a fait sur Excel, qui permet de lister tous les modules, tous les champs, et tous les champs par module. Là aussi, c'est des sujets qui sont intéressants parce que notre document de spécification, il suffisait de rajouter 2 colonnes pour en faire le document de recette, pour s'assurer que le champ qu'on a spécifié avec telle et telle particularité qui sont aussi sur les colonnes de chacune des lignes des champs, il est OK ou il n'est pas OK. Et ça, c'est là encore, je pense qu'au niveau de la documentation, on a gagné beaucoup de temps à pas forcément excuse-moi, je vais critiquer les boîtes de conseil, Eric, mais on n'a pas forcément à mettre en place la documentation lourde qui est souvent préconisée et qui est problématique. Là, objectivement, en 3 documents, c'est 3 documents, 2 documents Excel et un document PowerPoint. On avait toute la documentation
projet est exhaustive et accessible pour tout le monde. Et dans lequel on faisait aussi une recette. Voilà. Je précise, c'est important que les équipes de Next on sont rentrés dans ce process-là et ont complété les documents, les ont fait vivre. Et ça a été ultra positif. Pendant la phase de développement, on était trois, il y avait trois cerveaux qui travaillaient dessus. L'intégrateur technique Vivasoft par rapport à Zoho, le consultant Next et moi-même. Ce qui fait qu'il y en avait toujours un qui, quand même dans les phases de recettes, de tests des business process, avait l'esprit clair pour pouvoir faire avancer les deux autres. Je veux dire ça comme ça. Et c'était un moment agréable au final, un moment où on a avancé concrètement parce que, au fur et à mesure qu'on cochait les lignes, entre guillemets, oui, tel champ, il fait exactement ce qu'on attend. Voilà, c'était un bon moment. C'est vrai que c'est bien d'en parler. Je pense qu'un des facteurs clés de succès aussi, c'était le côté humain. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à trouver un bon fonctionnement où chacun y trouve sa place, où on est complémentaires et où finalement on avance tous ensemble. Et je pense que ça, c'est un point clé aussi sur tous nos projets. Et on voit bien, le projet, c'est avant tout de l'humain. C'est quand on met pas les bonnes personnes autour de la table et que ça fonctionne pas, ça nous crée des soucis derrière. Et ça, je pense que c'était vraiment quelque chose qu'on a tous apprécié dans le fonctionnement entre Beaumanoir, Next et Vivasoft. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé en introduction, mais pour les projets CRM, quand on met en place Zoho, donc après on va vous parler de la solution Zoho, qui est aussi un facteur clé de succès. On fait les projets avec Vivasoft. Ça fait 15 ans qu'on travaille avec Vivasoft sur des projets CRM et c'est pareil, on travaille. Chacun y trouve sa place. On a besoin nous Next d'un expert de la solution et les équipes de Christian nous aident beaucoup là-dessus et Christian a besoin de nous aussi sur toute la partie formalisation, pilotage de projet, etc. Donc du coup c'est vrai que ça fait partie des facteurs clés de succès. Oui, et du coup les sessions de travail c'était un trio. Plutôt que d'être chacun de son côté à faire de la recette ou du dev ou de la spec, on se regroupait et on avançait, on mettait à jour en commun, il y en avait un qui mettait à jour le document, l'autre qui s'assurait, qui mettait à jour parfois même la spec, et le dernier qui développait. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace plutôt que d'être trop séquentiel. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir une MOA qui puisse être décideur. C'est important. J'avais des problématiques qui m'étaient remontées, des problématiques techniques ou des solutions ou des options techniques qui m'étaient proposées. C'est important que je sois en capacité de pouvoir dire oui, ça c'est une bonne idée, non, ça c'est pas une bonne idée. Ou là, attends, on va mettre ce point de côté parce que cette option, il faut que je la soumette au métier. Mais c'était finalement assez rare. Donc tout ça pour dire que on était quand même sur un projet qui embarquait une certaine complexité de par le nombre de workflows à embarquer, une certaine complexité aussi de par le nombre de flux qu'il y avait à gérer. Il y avait différentes façons de pouvoir les gérer ces flux-là. Ce qui impactait à la fois le système d'information Beaumanoir, mais aussi le choix de la solution qu'on pouvait avoir. On avait une très forte implication du métier qui, elle, souhaitait avoir quelque chose de rapidement mis en place et quelque chose de fonctionnel, de pratique et d'agréable, facilement avec une facilité de prise en main. Et surtout, Erwan voulait une solution qui permette aussi de répondre à un besoin qui était exprimé, mais également peut-être à d'autres besoins. Donc, le choix s'est très vite orienté sur la solution Zoho CRM, parce que c'est une solution qui va embarquer un cœur qui est un cœur de CRM et autour de laquelle on va retrouver différents modules. On va retrouver un module qui va permettre de suivre les visiteurs. Les visiteurs, ce sont tout simplement les personnes qui viennent en direct visiter les sites internet et on est capable de faire du tracking en temps réel, que ce soit pour du support ou que ce soit pour rentrer en interaction sur des bots ou que ce soit pour apporter une réponse.
Il y a aussi d'autres modules de type marketing qui permettent de faire soit du marketing social, soit du marketing standard et autres. Mais vous voyez bien que l'imbrication des éléments se trouve à un et un seul endroit, c'est de nouveau dans ce CRM. Et après, il y a pas mal de petits modules, mais je ne vais pas tous les expliquer, qui vont permettre de faire du support technique. Il y a un petit module qui est aussi embarqué qui permet de faire de l'intelligence artificielle. Typiquement, d'un point de vue commercial, je vais appeler des prospects ou des clients. Et puis finalement, sur une certaine catégorie de clients ou de prospects, je m'aperçois que j'ai plus de facilité à les appeler entre 15 et 16 heures le vendredi. Donc le système va automatiquement le détecter et va proposer en fait des planifications d'appels ou de rappels de prospects ou clients à la personne qui en est en charge. Et puis après, on est capable de générer tout un tas de choses comme des sondages, de faire de la gestion de projet et autres, mais le but ici n'est pas de présenter tous les modules, on les verra un tout petit peu plus tard. Et puis voilà. Point important, et je vais finir là-dessus avant de passer sur le reste. Le point important, c'est que cette solution est quand même une solution qui vit beaucoup, qui évolue beaucoup, et dans le bon sens parce qu'ils reprennent, enfin, Zoho a la capacité de reprendre les attentes de ses clients pour pouvoir justement faire des solutions qui sont assez pragmatiques. Voilà, Aurore, je te laisse la main sur la suite. Donc sur la mise en œuvre de Zoho CRM, donc on va rappeler un peu ce qu'on s'est déjà dit. C'est très facile à paramétrer. C'est un outil qui est très communicant, qui fonctionne avec des appels API. Donc du coup, en termes d'intégration et de paramétrage, c'est pareil, c'était assez facile à faire. Le client a la main, en fait, ce qui permet de faciliter toute la partie transfert, montée en compétences. Voilà. Et le troisième point, c'est ce que vient de dire Eric, c'est tout l'écosystème. C'est le fait qu'en fait, on achète un CRM plus toutes les briques. Donc du coup, il y a plusieurs offres chez Zoho. C'est pas l'objet là du webinaire, mais en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Beaumanoir, il y a le CRM, mais il n'y a pas que le CRM qui a été mis en place. Là-dessus, tu veux peut-être intervenir, Erwan? Oui, il y a comme une brique majeure qui vient très facilement avec le CRM, c'est toute la brique Analytics, la BI. Nous, on a carrément remplacé, Zoho Analytics est devenu le système principal de BI et d'analyse en lien avec les métiers du B2B en fait. On m'a carrément demandé de prendre en charge toute cette brique-là et ça fait le job parfaitement, vraiment. Et on a la main dessus, nous, pour paramétrer. J'ai une personne qui est là depuis 9 mois, qui fait en plus de faire du paramétrage et même d'écrire du déluge, alors que c'est pas un informaticien. Il crée des rapports pour le métier. C'est très simple. Et puis, on a aussi Zoho Campaign pour faire un petit peu de campagne commerciale. Du desk, du project, du form. En fait, au fur et à mesure, j'ai des métiers qui me demandent des nouvelles fonctionnalités. Il y a souvent une solution Zoho qui va avec. Elle n'est pas forcément toujours aboutie, mais sur des briques très très importantes comme la BI en lien avec un outil CRM, et le job est fait. Je ne peux pas vous dire mieux. J'ai des métiers qui sont ultra contents. Voilà. Donc du coup, je vais passer un peu rapidement, mais donc du coup, l'éditeur Zoho, c'est ce qu'on disait. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Maintenant, aujourd'hui, il y en a 100 millions dans le monde. C'est un outil qui est présent partout dans 150 pays. Ce qu'on voit aussi, donc là, vous voyez, c'est la courbe. Donc il y a les utilisateurs, l'augmentation des utilisateurs, et puis il y a les différentes applications qui sont ajoutées au fur et à mesure du temps. Donc ce qu'on voit, c'est que ils sont toujours en train de faire de la R&D et d'améliorer en fait leur écosystème. Là-dessus, je te laisse la main, Eric. Oui, pas de souci. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Zoho est parti non pas des grandes entreprises comme l'ont pu faire les Salesforce et autres, sont partis plutôt sur un écosystème de petites et moyennes entreprises à la base et sont maintenant complètement sur le champ des PME, PMI et des plus grandes entreprises. Donc, quand on s'adresse à des petites entreprises, on ne peut pas se permettre d'avoir des outils qui sont facialement trop techniques ou trop technologiques et ils sont vraiment capitalisés là-dessus pour avoir une approche un peu plus grand compte. Et aujourd'hui, on a plein de beaux retours d'expérience puisque on a effectivement travaillé avec Erwan pour intégrer cet outil-là, mais on a aussi Oscaro qui est un retailer un vendeur de pièces mécaniques pour auto,
avec une problématique de fond qui était qu'ils avaient énormément de transactions et derrière tous les services qui permettaient à la fois de vendre, donc de pousser à vendre ou d'informer, et puis d'assurer tout ce qui était service client, etc. Mano aussi. Enfin voilà, vous avez les quelques belles références qu'on peut citer. Alors il n'y a pas que celle-là, bien entendu, hein, mais avec des problématiques toujours centrées sur la vente, le marketing et puis souvent le service client aussi derrière. En termes de planning, donc du coup, ça répond à ta question, Marc. Donc, il y a eu 5 mois pour définir les process internes souhaités, donc ce que Erwan a appelé les BPM. Il y a eu 3 mois pour échanger sur l'intégration des process et faire l'appel d'offres. Et 4 mois pour développer l'outil, faire le paramétrage et recéter module par module. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a eu un gros temps de préparation qui nous a permis d'être très efficace dans la mise en place de l'outil et dans le développement pur. Je précise le courage d'Eric quand il a vu arriver des documents, des specs au niveau de l'appel d'offres avec justement des détails assez précis. Il a plutôt vu ça comme étant un élément sécurisant plutôt qu'un élément piégeux. Voilà. Je confirme. Pense, hein, c'est comme ça qu'on a échangé. Donc pour conclure, aujourd'hui, le groupe Noir est très content de la solution. Donc ça a été mis en place, comme l'a dit tout à l'heure Erwan, au départ que sur Morgane, et puis finalement Carole s'en sert aussi, donc l'autre marque, enfin une des autres marques. Donc il y a une grosse satisfaction des utilisateurs, des équipes administration des ventes. Les échanges front-back ont vraiment été améliorés. Il n'y a plus besoin de j'appelle le SI pour saisir mes données, faire les interfaces, etc. Donc les utilisateurs ont vraiment gagné en autonomie. Et depuis, en fait, il y a eu donc le CRM, mais comme l'a précisé Erwan, pas que, qui ont été mis en place. Donc il y a aussi Zooform pour créer des formulaires et récolter des données. Il y a ZooCampaign pour gérer les campagnes marketing, mais aussi et surtout ZooAnalytics qui a été mis en œuvre pour remplacer les rapports qui étaient faits dans Business Objects, et Zoodesk qui est envisagé aujourd'hui pour gérer en fait toute la partie ticketing de l'équipe relation client. Relation client B2B, oui. Je précise que le niveau de satisfaction, il n'est pas simplement à mon niveau, au niveau de l'équipe qui gère la partie IT B2B, il est aussi au niveau mes équipes de dev, au niveau des flux, qui, là, on a dû faire une migration technique, qui sont contents de retravailler sur ces sujets-là, parce que les API sont bien fichus, la documentation est bien fichue côté Zoo. Donc ça, je vous conseille, si vous avez des questions à ce niveau-là, allez demander à vos développeurs de regarder la documentation Zoo API. C'est pas toujours c'est même assez rare qu'il y ait des intégrateurs qui soient à un tel niveau de maturité. Enfin, pas des intégrateurs, pardon, des éditeurs. Les métiers aussi sont extrêmement satisfaits parce que ils ont accès à leurs données, ils peuvent voir qui a modifié quoi, quand. Il y a plus de friction avec la compta. Je vous parle de la compta parce que la dernière fois que je suis passé les voir, j'ai eu le droit à une personne qui était avant, qui a réputé pour être un peu bougon, qui m'a dit « Ah, Zoo, c'est mon outil préféré, etc. C'est mon outil préféré. » Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans Zoo? C'était un cas auquel je n'avais pas pensé. C'est quand il y a des échéances de paiement à mettre en place avec des clients, elle va directement voir dans Zoo les prochaines commandes qu'ils ont déjà prises pour travailler avec eux sur ce sujet-là. C'est ce genre de choses qu'on arrive à faire où, d'un seul coup, on a plein de métiers qui jusque-là se battaient avec les commerciaux, avec les métiers commerciaux parce que les données n'étaient pas renseignées, qui maintenant sont embarqués dans les outils et qui vont faire beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Voilà. Et puis, j'ai même les autres équipes ERP de la DSI qui me disent, tiens, tel process, est-ce qu'on ne pourrait pas désormais, est-ce que tu peux pas le prendre en compte dans ton Zoo, là, ça serait bien parce que moi, c'est quelque chose, on a du mal à le faire correctement. Ouais. Donc, on a vraiment on est très content et ça rentre dans notre socle B2B. On a un socle retail et vraiment maintenant cette organisation, cette architecture rentre dans notre socle B2B. Alors, quand je dis ça, je précise parce que c'est un élément enregistré, c'est important. Avec BoardRider, il y a des éléments qui vont changer
il va falloir qu'on retravaille justement sur ce socle pour mettre en place un socle commun. Donc, les macro-briques architecturales seront là. Quels outils derrière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a des outils qui fonctionnent, qui sont en place. Merci beaucoup, Erwan. Et donc, du coup, on passe aux questions-réponses. Donc, c'est parfait parce que Marc a déjà une question. Quels étaient précisément les atouts majeurs de Zoho, ayant orienté votre choix au regard d'autres solutions du marché? Alors, justement, c'était la partie, il y avait 3 choses importantes. La partie paramétrage. C'est-à-dire que j'ai pu aller directement dans l'outil, tester, oui, on peut créer des champs, créer des modules, créer des workflows. C'est ultra simple. Je suis pas développeur et je suis allé extrêmement loin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais, c'était par rapport aux API. On a des vrais API, on a des outils sérieux qui sont robustes. Nous, c'est plusieurs millions d'appels qu'on a par mois au niveau des API. Ça tient le choc, il n'y a pas de problème. Et le troisième, c'est pas un élément négligeable, c'est évidemment le prix. C'est un outil qui est extrêmement compétitif nous, par rapport à ce qu'il fait. Voilà. J'ai pu voir d'autres outils récemment dans d'autres contextes. Oui, le rapport qui a été pris est très très bon. Selon notre point de vue et par rapport à notre business, encore une fois. Merci, Erwan. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en ai une, Erwan. Je reviens un petit peu à la charge. Comment les métiers, donc qui se sont appropriés la solution aujourd'hui, la font vivre? Parce que finalement, c'est leur quotidien. Et est-ce que tu as beaucoup de demandes d'évolution? Est-ce qu'elles sont faciles à faire ou comment ça se passe aujourd'hui dans le groupe? Oui, c'est en fait quand il y a un point un irritant. Je vais vous en donner un. Je vais vous donner un exemple. On me demande, tiens, on a ça comme problème. Est-ce que tu pourrais pas faire un truc dans Zoho? Ça, c'est typiquement ce qu'on me demande. Le dernier irritant, c'était voilà, la situation économique se tend. On a des clients qui ont des niveaux de garantie financiers, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de faire le lien entre les niveaux de garantie et leur niveau de commande et les informations de facturation en cours. Est-ce que tu peux faire un truc dans Zoho? La réponse a été oui. On a pu mettre en place un champ d'ailleurs qui va même pas alimenter l'ERP avec le niveau de garantie. Et comme par ailleurs, on fait remonter les informations d'encours client, donc des informations financières depuis SAP, on a une règle de gestion qui va vérifier que le montant d'encours n'est pas supérieur au montant garanti. S'il est supérieur, toutes les nuits, ça shoot un email. Toutes les nuits, mais une fois, ça shoot pas un email à chaque fois. C'est l'avantage de mettre des règles qui ne viennent pas des poils à gratter. Toutes les nuits, on a la vérification qui dit qui shoot un email à la fois à la compta et au métier et à l'agent pour lui dire attention, ce client dépasse le long cours de facturation dépasse l'encours de commande pour ce client. C'est typique de quelque chose qui touche plusieurs systèmes qui auraient pu être très complexes à faire et qu'on arrive à nous à paramétrer sans même faire appel à Next Decision ou à Vivasoft, parce qu'on a fait tout ça. C'est un peu le but du jeu, c'est de donner de l'autonomie là-dessus. Et très bien, merci pour le retour d'expérience. Par contre, le point qui est important, et dans ce que vient de dire Erwan aussi, c'est qu'on part d'une solution qui est une solution sur étagère, et en fait, on rentre complètement dans le métier. C'est-à-dire que on a des mondes qui peuvent être complètement différents, entre Beaumanoir, entre Oscaro, entre Mano Mano, etc. Ce sont des métiers qui sont complètement différents, avec des aptitudes à rentrer dans l'outil et à le prendre en compte. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on arrive vraiment à en faire une brique applicative qui devient métier, et le métier a une capacité à s'approprier. Et pour pouvoir faire en sorte que le métier se l'approprie, il faut répondre à des petites problématiques de cette nature-là, quoi. Alors, on vient d'avoir 2 questions. Une question de Nicolas qui demande combien d'utilisateurs il y a sur le CRM? Plus d'une centaine sur la partie CRM pure.
Après, j'ai d'autres utilisateurs sur d'autres applicatifs Zoho, mais type Analytics, type Zoho, enfin type Desk. Mais sur le CRM, c'est une centaine. Très bien. Et on a une autre question de Mathilde qui demande combien tu as de personnes qui peuvent gérer en fait le setup, donc l'administration, on va dire, de premier niveau des outils. C'est même premier, deuxième, presque parfois même du troisième niveau. On est que deux en fait pour gérer tout ça. Et c'est aussi un élément qui plaît pas mal à ma direction, c'est que on n'a pas besoin d'être 10 pour gérer pourtant un chiffre d'affaires, enfin le chiffre d'affaires que j'ai mentionné qui transite par nos outils. Donc sur cette partie-là, c'est valorisant en plus par rapport à l'équipe de pouvoir dire tiens, on fait des mises en prod très facilement, il n'y a rien qui est cassé. Ça n'empêche pas des bonnes pratiques, hein. Mais c'est simple. Et vous êtes que deux, mais pas à temps plein. Faut le préciser aussi. Oui, il y a une personne à temps plein. Et, moi, je suis sur beaucoup d'autres sujets aussi. Je précise aussi, c'est un point, on a mis en place quand même et ça, c'est lié à la criticité de l'application et à l'importance de l'application pour le groupe. On a mis en place une TMA d'une journée par mois avec Next, Décision et Vivasoft. C'est une journée par mois. Si on a des petits développements, des petites choses à faire, ça suffit. Enfin, pour nous, en tout cas, malgré notre volume d'utilisation et notre volume d'affaires, ça suffit largement. Ok, très bien. Et on a une question de Titouan. Titouan, je te laisse la main. Oui, bonjour, Titouan Cattel, chef de projet à la Croix-Rouge. J'ai une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire des montées de versions massives ou majeures sur Zoho? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il y avait eu comme incidence ou transparence sur les flux et les interconnexions avec vos modèles SI? Alors, oui, justement. La montée de version sur la partie CRM en elle-même, elle est transparente, hein, et se met à jour tout seul. Donc ça, c'est assez pratique. J'ai découvert que d'autres outils majeurs du secteur sont moins pratiques pour ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif. Et la mise à jour majeure, néanmoins, c'est sur les parties API. Il y a eu en 3 ans 4 nouvelles versions d'API. Et là, du coup, en toute transparence, on est en train de passer de la version 2 à la version 6. Mais c'est ce que je vous disais, j'ai notre développeur qui est super content de retravailler là-dessus parce que la version 6 permet de condenser les appels de manière encore plus efficace. Du coup, on a moins d'appels et on récupère plus de données. Vous voyez, c'est des trucs. Donc là, oui, mais c'est un projet là purement technique qu'on a couplé nous avec une modification de version de Talend et de base de données soutenant Talend. On a géré ça. Ça se gère très facilement pour le coup. Il y a la partie malgré tout qui on peut trouver un point négatif, c'est la partie Sandbox qui n'est pas encore complètement aboutie chez Zoho. On nous annonce que d'ici là 1 mois et demi, maintenant, ils vont nous permettre d'avoir une Sandbox qui sera chargée avec l'ensemble des données du CRM. Donc, on attend de voir évidemment, mais à chaque fois qu'on a eu on a eu des réponses du niveau technique de Zoho, ils ont fait les choses en temps et en heure. Alors, je ne sais pas, ça tient peut-être à notre taille de client ou notre visibilité, je ne sais pas, mais ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Ce qui est extrêmement agréable. Et un grand merci, Erwan, pour ta participation et d'être prêté à l'exercice. Je pense que voilà, ça nous permet aussi de nous enrichir sur des expériences clients concrètes. Merci aussi à Eric d'avoir participé et d'être rendu disponible, c'est top. Et puis donc n'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori ou besoin de compléments d'information, on est disponible. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.